Bonjour Alain Boer, professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Bonjour. Et auteur de très nombreux livres. Et on va parler dans quelques instants de celui-là qui est absolument incroyable, La vérité sur le système Epstein. Et quand je dis incroyable, c'est que là, on a vraiment, pour la première fois, un livre qui fait la somme, basé sur les faits, les documents, des millions de documents pour dire effectivement quelle est la vérité sur ce prédateur sexuel qui a secoué la planète entière. Là, on est en France, Alain Boer, l'affaire Liana, elle secoue tout le monde judiciaire, elle secoue le monde médiatique. Le président de la République a dit tout à l'heure, on ne répond pas à un drame par des cris. Est-ce que c'est ça la réponse ? Je suis très surpris, je dois vous dire. Il m'arrive parfois d'être très critique. On me le reproche parfois avec le président de la République, non pas dans ce qu'il est, mais dans la manière dont il parle à contre-courant et à contre-temps. Ce n'est pas un problème de moyens, il suffit de traverser la rue. Il y a toujours des curiosités. Ben si, bien sûr, quand on souffre, on crie, on hurle même. C'est un problème de cris et de hurlements, la douleur des familles. Enfin, qui va dire aux familles qu'elles doivent pleurer en silence et rien demander ? C'est très étrange comme posture. Il devrait être dans l'empathie, dans le soutien, dans la compréhension. Son ministre de l'Intérieur et surtout son ministre de la Justice, quoi qu'on pense des responsabilités, de qui fait quoi et qui aurait dû faire quoi, ils ont trouvé les mots, les bons mots. Peut-être pas par rapport à leur administration, mais par rapport à la douleur des victimes, à cette colère sourde, structurée, puissante, qui est au milieu dans l'opinion publique française. Il ne mesure pas, oui, vous trouvez qu'il ne mesure pas le cri qui est peut-être celui de l'opinion publique aujourd'hui contre la justice. Les mots qu'il utilise sont à des années-lumière de la réalité terrain. Moi, je me promène dans les rues, les gens viennent me parler plutôt aimablement, poser des questions, exprimer leur colère, leur rage, leur souffrance. Évidemment, je n'incite en jamais à la violence, mais le cri, ce n'est pas une violence. Le cri, c'est justement pour éviter la violence. Le cri, c'est pour indiquer ce qu'est le niveau de la souffrance. Le cri, c'est un tableau extraordinaire qui n'est qu'un tableau tout en silence et qui exprime un cri extraordinairement puissant de celui qui est torturé, violenté. Voilà, donc cri de Munch, c'est un événement. Et donc, oui, le cri est un élément de la nature humaine qu'il ne faut pas réprimer, mais dont il faut faire quelque chose de positif pour que ça change, ça évolue, ne se reproduise pas. Et la réalité, c'est qu'au-delà de la recherche de responsabilité individuelle probable, même plus que probable, j'entends ce que dit le ministre de la Justice, j'entends ce que dit le ministre de l'Intérieur, le directeur général de la gendarmerie, mais le problème, c'est que si tout le monde avait bien fait son travail, ça n'aurait rien changé. Oui. C'est ça qui est terrible, c'est que tout le monde a le persuadé d'avoir très bien fait son travail. Dans le cadre du code de procédure, dans le cadre de « c'est pas mon territoire », dans le cadre de « bah oui, c'est un transfert en enveloppe, pourquoi ah oui, le courriel existe, certes, oui, mais c'est pas prévu pour, ah oui, mais là on a numérisé, ça oui, mais pas ça. On numérise le correctionnel et pas le criminel. C'est quoi l'ordre du code pénal? C'est crime d'abord, non? Et tout est bien fait pour des gens qui pensent qu'ils ont tout bien fait, mais rien ne marche. Quand même, moi je dis, ça ressemble extraordinairement au lendemain du casse du Louvre. Vous savez, tout le monde a défilé dans les médias pour dire « Ah ben nous, on a tout bien fait ». Ben oui, mais les bijoux, ils ont été volés et au dernier Noël, toujours pas retrouvés. C'est ça le drame. Ce système crée une irresponsabilité naturelle et bien pensante. Non seulement on est irresponsable, mais c'est normal. Oui. Mais c'est une irresponsabilité systémique. Ça veut dire, Alain Boer, ce système-là est peut-être en train de se fissurer, oui. Parce que les Français apprennent, dans les révélations qui sont faites sur cette affaire. Ils découvrent la vérité. On découvre par exemple qu'une petite fille a pu être violée par ce prédateur sexuel avec un constat médical qui le prouvait et que la police, pendant 8 mois, n'a pas pris la peine d'interroger le suspect. Une enquête a lieu, puis est transférée pour des raisons dans des conditions avec un courrier et ensuite on passe à un autre tribunal qui doit avoir quelqu'un qui enregistre l'enveloppe, qui ensuite désigne le plus petit tribunal ayant le moins de moyens, qui désigne la plus petite brigade territoriale ayant le moins de moyens et parfaitement incapable de gérer une affaire criminelle. Et là-dedans, vous avez probablement le brigadier Cruchot qui n'a pas tout à fait compris ce qui lui arrivait. Mais enfin, s'il y a une responsabilité individuelle qui sera, j'espère, sanctionnée, même si tout s'était bien passé, ça n'aurait pas pris 2 jours. Parce que la seule chose qui aurait renversé le dispositif, c'est que quelqu'un
prenne la décision personnelle de prendre son téléphone hors procédure, de dire « je t'envoie un dossier, il est très important. Et d'ailleurs, je te l'envoie en courriel et pas seulement dans l'enveloppe Kraft. » Et que quelqu'un dise « ah oui, mais au fait, est-ce qu'il n'y a pas des antécédents pour cet individu ?» D'abord, est-ce que le fichier est à jour? Est-ce que les antécédents sont bien rentrés dans le fichier? Est-ce qu'on a des éléments? Est-ce que... Et tout le monde se rend compte de la... Alors, clochardisation correspond très bien à l'état de notre système judiciaire. Car quand j'entends le président de la République expliquer que non, ne me parlez pas de moyens, mais de quoi parle-t-il? Il est allé dans un tribunal voir comment ça marche? Dans une brigade voir comment ça marche? J'ai un de mes anciens élèves en criminologie, policier, qui m'a envoyé une photo de son placard, à lui. Il s'occupe de mineurs. Il a 330 affaires, 330, 10 par semaine, et il est tout seul. C'est quoi le problème? C'est sa faute à lui si ça ne va pas assez vite? Ou c'est un système qui a décidé que la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment des mineurs, ne se gère pas? 3 600 000 plaintes en attente. Ça, c'est celle... Attendez, ça, c'est celle qu'on connaît. Les autres qui ont été dérivées entre classement sans suite, pas enregistrés, pas traités, qui ne sont même pas entrés dans le système de classement, donc de comptabilité judiciaire. Mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Mais là, on va traiter 80 000 affaires avant la fin de l'été, avant le début de l'été, même d'après Darmanin. Je sais pas qui c'est va possible, gérer. ça? Ah non, mais c'est bien qu'on dise qu'il faut toutes les revoir. Mais déjà, le chiffre sort d'on ne sait pas où, puisque je ne sais pas où est l'appareil statistique qui permet de donner ce chiffre. Mais s'il y en a 70 000, c'est déjà énorme. Ça, c'est les 70 000 qui sont dans les parquets. Celles qui ne sont même pas traitées dans les commissariats, les brigades de gendarmerie, parce qu'elles sont embolisées et qu'ils n'arrivent pas à les suivre, elles ne sont pas dedans, puisqu'il n'y a pas de numéro unique de la plainte en France. Quand vous portez plainte ici et quand elle est ensuite reprise là, vous recommencez tout à zéro d'un point de vue bureaucratique. Parce que le ministère de la Justice ne veut pas perdre le contrôle de ces plaintes. Pourquoi? Parce qu'il a inventé, bien avant Gérald Darmanin, un indicateur formidable, le taux de réponse pénale. Alors, taux de réponse pénale, vous dire c'est bien... Dès qu'il y a une plainte, il y a une réponse. Pas du tout. C'est dès qu'il y a une plainte jugée suffisamment intéressante pour être traitée. 70% des plaintes ne sont pas traitées. En fait, le taux de réponse est un taux de non-réponse pénale. C'est le cas pour des plaintes pour viol contre des mineurs. Alors, c'est ce que je crois comprendre de ce que dit le ministre de la Justice avec beaucoup d'honnêteté, de lucidité. Que c'est pas important au fond? Ah non, non. On préfère... Vous avez un très joli documentaire que j'ai vu l'autre jour, que j'ai revu, où un documentariste qui est à l'intérieur d'un tribunal montre ce qui se passe quand il y a une gestion d'une plainte. Et à un moment, vous avez le policier qui est avec son oreillette, une substitut, un procureur au téléphone, et il regarde sur un écran des violences sur un mineur. Des violences physiques, hein, pas une agression sexuelle, mais enfin des violences. Un groupe de mineurs agresse brutalement un autre mineur. Et donc il y a un débat sur on les met en prison, on les relâche tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Et à un moment, le procureur, au bout du fil, très courageusement, dit « Non, mais tu ne peux pas les relâcher, c'est juste pas tu ne peux pas les relâcher. » Et la substitut s'effondre, littéralement en disant « Je crois que j'ai perdu mon humanité. » En fait, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils gèrent comptablement le drame judiciaire des victimes. Parce qu'on leur a appris à faire ça. C'est une forme... Et le système judiciaire, il est dans le même état que notre système hospitalier, que notre système policier, que notre système éducatif. Quand les enseignants ont peur d'aller faire cours, parce qu'ils ont peur de leurs élèves et des parents d'élèves, quand on a peur d'à peu près tout, et que par ailleurs le service public sur lequel s'est construit l'État en France, c'est l'État qui a construit la nation, avec une promesse. La promesse est celle de la protection. Quand ce système s'effondre sous nos yeux, eh ben on découvre la marée de plaintes pour violences sexuelles qu'on n'a pas voulu voir, qu'on n'a pas voulu croire et qu'on n'a pas voulu traiter. C'est cette révélation-là. Entre MeToo, la Civise, Betaram, le périscolaire, oui. Vous avez un lot. Vous rajoutez à ça quelques affaires emblématiques de type Epstein, dont je démontre dans ce livre que ce n'est pas une affaire, c'est un système. Ce n'est pas un système, c'est un système de systèmes. Prédateur sexuel d'un côté, fraudeur, escroc, maître chanteur, agent de renseignement multicarte pour tout le monde et surtout pour lui-même. Et vous n'y croyez pas. Et au début de l'affaire Epstein, je n'y croyais pas non plus. C'est une affaire, bon, c'est un peu emblématique. Ah, il y a eu un très bel article dans le Miami Herald qui va plus loin, parce que ce sont les journalistes qui ont révélé ça. Ce n'est pas les parquets, ce n'est pas les parents, c'est les journalistes. Et il faut rendre hommage. Hein. À Miami, la journaliste fait un papier formidable. Tout est dedans.
mais il y a 10 ans, sans les 3,5 millions de documents qu'on voit arriver depuis janvier. À New York, une autre journaliste décide de faire le même papier sur New York. Et son rédacteur en chef lui dit « Non, je le connais, il ne peut pas faire ça, Jeffrey, parce que refus de voir la vérité, refus de croire la vérité ou complicité. » Et c'est tout le problème, au moment où se situe l'aveuglement et la complicité. Oui. L'intérêt, l'effet d'aubaine, et je n'y crois pas, donc je n'enquête pas. Rédacteur en chef, un journaliste. Et vous constatez ça quand vous regardez à la fin du livre les tableaux qui montrent l'ampleur des réseaux Epstein. Il y a des médecins qui réparent des filles violées clandestinement, des médecins qui sont des complices actifs. Vous avez des milliardaires dont on ne sait pas très bien s'ils se servent des supposées compétences de M. Epstein en finance ou d'un petit plus en allant sur l'île de ses plaisirs, et ainsi de suite. Et vous découvrez l'ampleur de système à tel point que vous dites « je ne vais pas finir complotiste, il faut que je m'arrête tout de suite ». Donc du coup, vous vérifiez tout, et vous revérifiez tout, et vous revérifiez tout, ce que j'ai fait avec ceux avec qui on a travaillé, et vous vous rendez compte de l'ampleur d'un système dont l'idée même nous dépasse. Monsieur Ponzi, Charles Ponzi, il n'est pas le premier escroc de l'histoire du monde financier. Mais il a industrialisé le crime financier à tel point que son nom est devenu un nom commun, un Ponzi. Oui. Voilà. Monsieur Epstein, c'est ça pour la prédation sexuelle et accessoirement l'escroquerie. Lui, il a fait les deux. Mais vous avez parlé, Alain Bauer, on va revenir sur ce livre exceptionnel. Vous avez parlé du périscolaire, du scandale, des centaines d'animateurs accusés de viol sur des enfants à Paris, sous l'autorité de la mairie de Paris. Et ailleurs. Et ailleurs, parce qu'on voit révéler tout le reste. Comment on peut... MeToo, ça commence par un cas et vous avez le feu dans la forêt. Betaram, vous avez un cas et vous avez le feu dans la forêt de l'enseignement privé. Le périscolaire, vous avez Paris, mais vous avez le feu un peu partout en France. La civise, l'inceste, vous avez le feu et des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de cas apparaissent. C'est exactement ça. On regarde aujourd'hui le système Epstein, mais aujourd'hui, on découvre un homme mis en cause pour des dizaines de viols. Un homme, son frère, son père, et je ne sais pas qui encore, sont mis en cause aussi, et ainsi de suite. Et on se rend compte qu'au-delà du côté fait divers individuel, vous avez des réseaux, des complicités, des indifférences, et c'est des indifférences coupables, et personne n'est responsable. Oui. C'est de l'affaire Liana, parce qu'effectivement, le pédophile supposé actuellement en prison, son frère et même son père, et on se dit autour, on ne peut pas ne pas savoir. Il y avait un faisceau de soupçons, il y avait déjà des affaires. Il y a l'éléphant dans sa pièce, parce qu'il y a un point sûr, les filles de cet individu, de ce suspect, ont servi d'appât pour les soirées pyjama permettant d'atterrir d'autres jeunes filles. Que sont-elles? Des complices? Des victimes? La mère, elle est quoi dans cette affaire? Elle n'a pas encore été interrogée, visiblement. Non, mais j'en sais rien. Mais cette question terrible que tout le monde évite, en criminologie, on n'évite rien. On regarde tout. Peut-être même a-t-elle été victime? Ces filles ont-elles été victimes de leur père? Ce ne serait pas la première fois. La commission sur l'inceste le montre. Où se situent les responsabilités? Parce que pour l'instant, c'est l'évitement dans cette affaire. Mais l'évitement ne répond pas ni à la colère des familles, ni à la douleur des victimes. Mais pourquoi l'évitement, Alain Bauer? Qui cherche à éviter? Qui a peur de la vérité? Ça fait des milliers, des centaines, des dizaines d'années que la progression vers la reconnaissance de la parole des femmes et des mineurs agressés ou violés, filles et garçons, avait été rejetée comme on ne veut pas l'entendre. Pourquoi? C'est trop dur, c'est trop dur, c'est trop violent. Et puis on a eu l'affaire Outreau. L'affaire Outreau, c'est des enfants manipulés par leurs parents pour désigner des faux coupables. Le système judiciaire s'effondre. Le président de la République, Jacques Chirac, le ministre de la Justice, Dominique Perben, présentent leurs excuses aux familles. Depuis, que fait le système judiciaire? Il ne veut pas que ça se reproduise. Donc il dit, mais je ne vais plus croire les enfants, parce qu'ils peuvent mentir. S'ils peuvent mentir, présomption de mensonge, plus présomption de vérité. Donc on prend son temps, on vérifie tout, on laisse le temps filer, et puis on découvre que les affaires, il y en a des centaines, puis des milliers, puis des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers. Là, ce qui est en train de se produire avec l'affaire dont on parle, et ce qui est en train de se produire avec les révélations répétitives
du système Epstein, c'est que tous les jours, on va avoir des affaires. Tous les jours, la révélation va avoir lieu. Et la révélation, c'est le passé. Le passé, c'est le stock. Ce n'est pas encore le flux. Si vous cumulez les deux, le système qui est déjà totalement embolisé ne va pas pouvoir survivre à ça, parce qu'il n'y est pas prêt. Il n'y est pas prêt parce qu'il s'autoprotège, il n'y est pas prêt parce que ça lui fait peur, il n'y est pas prêt parce qu'il ne sait pas comment gérer autant de dossiers et qu'il fait face à des injonctions contradictoires permanentes entre le maintien de l'ordre d'un côté, le narcotrafic de l'autre. En fait, vous êtes face à un système en voie d'effondrement, mais qui ne veut pas l'admettre, qui sait que pour se sauver et pour retrouver son espace et la confiance des citoyennes et des citoyens, il va falloir des transformations extrêmement importantes. J'ai écrit un très long papier dans le journal L'Opinion pour expliquer tout ce qu'on peut faire qui n'est pas un problème de moyens, mais de répartition des moyens. Je ne demande... Oui. On dépense presque autant que les autres, pour 2 fois moins de personnel que les autres. Mais où est passé cet argent? Il est passé par le fait qu'il n'y a pas d'administration du système judiciaire. Oui. Mais on demande à des magistrats d'être informaticiens, spécialistes du BTP, constructeurs. Non, on demande aux juges de juger, ce qui me paraît déjà très bien, parce qu'ils ont la technicité et la compétence. On demande au peuple français d'être présent dans le système judiciaire dont il est exclu quasiment partout parce qu'on en a peur et qui est un garant de la légitimité de la décision. Et on met en place un dispositif très justifié. Nous avons les meilleures start-up du monde, vraiment, qui peuvent réussir, comme le rappelait le ministre de la Justice, en matière d'impôts, on est très très bon. Eh bien, on peut utiliser les mêmes start-up qui nous font l'impôt pour faire les fichiers judiciaires. Mais Alain Bauer, dans ce livre, La vérité sur le système Epstein, vous parlez de la corruption des élites. Oui, bien sûr. Au fond, est-ce que, on parlait du périscolaire, il n'y a pas de commission d'enquête sur cette question? Il n'y a pas de commission d'enquête en France non plus sur l'affaire Epstein et ses ramifications, on va en parler. Ça, c'est Pourquoi une curiosité. Le public, un public a l'impression qu'il y a une forme de déni coupable? Le public a cette impression-là. Alors, il faut rendre hommage au parquet de Paris. Depuis qu'il y a enfin des éléments pour faire une enquête, Mme Beccuot, la procureure, elle a lancé des enquêtes. Du coup, 11 nouvelles plaintes, donc 11 nouvelles victimes. Les Anglais, la BBC, a dit, mais c'est bien les 3,5 millions, mais en fait, ce n'est pas 3,5 millions d'éléments, c'est 3,5 millions de dossiers dans lesquels il y a des millions d'autres dossiers. Ils ont épluché ligne par ligne toutes les dépenses de Jeffrey Epstein. Qu'ont-ils découvert? 4 lupanards londoniens dont ils payaient les loyers tous les mois, qui recevaient des centaines de jeunes femmes et jeunes filles venues en général des pays de l'Est et soi-disant destinées au mannequinat, c'est-à-dire du trafic d'êtres humains. Il n'y a aucune raison, au vu de l'ancienneté, de la volonté et de la détermination de Jeffrey Epstein d'être puissamment présent en France, que nous ayons été épargnés. Il a même fait une série de déplacements pour s'acheter des châteaux en province. Madame Maxwell, son amie, amante, maîtresse, on ne sait plus très bien, elle est en détention. Elle a un château en France qui appartenait à son père, lui-même connu pour ses activités multicartes nombreuses. L'enquête, elle ne fait que commencer en France. Emmanuel Macron avait dit que ça n'est pas une affaire française, l'affaire Epstein. Il l'a dit. Je vais le rajouter dans la liste des choses qu'il vaudrait mieux ne pas avoir dit. C'est peut-être même pire que ça. Au fond, vous dites c'est peut-être une place tournante du système avec cet immeuble avenue Foch. Ah non, l'immeuble d'avenue Foch, on sait à peu près ce que c'était. C'est un immeuble d'avenue Foch dans lequel il vivait, etc. Le problème, c'est ce qu'on ne sait pas encore. Combien de temps il a fallu pour découvrir les 4 adresses londoniennes de Jeffrey Epstein? Pour l'instant, il n'y avait pas d'adresse de Jeffrey Epstein. Il avait juste des amis qui lui faisaient bénéficier de renseignements confidentiels, dont certains étaient des conseillers du Premier ministre ou qui ont été nommés ambassadeurs à Washington, pour obtenir des informations et vendre des informations. Epstein, c'est un intermédiaire, intercesseur, maître chanteur, agent secret, ou en tout cas revendeur de secrets, prédateur sexuel. Mais en fait, c'est un père macro, comme il y a des mères maquerelles, un demi-mondain, comme il y a des demi-mondaines. Il fait tout ça. Il est au centre de son système, mais son système, il est pour lui. Il est pour lui pour l'argent, il en vole beaucoup, et il est pour lui pour ses désirs sexuels, et il se sert de la prédation sexuelle comme moyen d'échange. C'est une forme d'industrie, c'est-à-dire qu'il a mis en place mais on un n'avait système. pas de lieu epsteinien à Londres. 4. Norvège. La Norvège, qui n'est pas le pays qui vous vient naturellement à l'esprit quand vous êtes dans une logique de prédation sexuelle. Ça vous paraît plutôt être l'austérité protestante. Pas du tout. C'est un des lieux les plus puissamment développés de l'emprise d'Epstein sur les élites politiques. Et pourtant, c'est là.
vous avez évidemment la France, il a un appartement, il fait sa tournée des Grands-Ducs, il cherche des alliés, il en a un avec une agence de mannequins, et ça se serait arrêté là? Je ne sais pas, mais franchement, dans le cadre d'une enquête criminologique basique, personne n'y croit. Et donc, oui, il y a besoin de faire des enquêtes. Les enquêtes pénales ont été lancées, 2, une sur la prédation sexuelle, une sur la corruption financière, et c'est très bien. Et l'enquête, elle doit avoir lieu. Qui va toucher peut-être la fille de Jack Lang, en qui tout était cas, elle a couchée été sur le citée testament. pour avoir été couchée sur le testament. Pour le reste, on a des éléments qui sont dans les courriels, et puis on verra bien. Mais sur le fond, je crois qu'on est simplement très en avance de révélations à venir quand tout le monde aura bien fait son métier, ligne par ligne sur les 3,5 millions de dossiers qu'on connaît, des sous-dossiers qu'on est en train d'exploiter, et surtout des 1,5 million qui vont encore arriver, qui ont été massivement noircis pour protéger une partie de l'élite américaine, mais pas seulement. Et l'élite française aussi, peut-être? Des noms qui vont sortir? Je vous ferai un tome 2. Oui. Mais c'est vrai, vous parlez à la fin du livre de l'affaire de la rue du Bac, vous parlez de ces élites accusées. Alors, accusées sans enquête et sans des preuves, mais avec des victimes. Extrêmement graves, par des gens qui disent, voilà, des prédations, des viols. Voilà ce qui m'est arrivé. Oui, bien sûr. Et donc, l'opinion publique se pose des questions. Mais elle a raison. Alain Boer. Le drame, si vous voulez, c'est qu'à partir d'éléments vrais qu'on peut vérifier, valider, y compris, j'invalide des choses. Je dis, ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas prouvé. Ça, personne n'en sait rien, c'est n'importe quoi. Ça, c'est vrai, mais pas prouvé. Enfin, c'est vrai. C'est vraisemblable, mais pas prouvé. Il faut aller jusqu'au bout d'un processus. Le drame dans cette affaire, c'est que les conspirationnistes, parce que c'est le mot anglais pour conspiration, c'est-à-dire crime organisé, conspiracy, c'est prévu par le code pénal américain, ont réussi à manipuler les complotistes pour rendre invraisemblable la vérité. C'est un truc assez rare. Ils ont manipulé des complotistes. Ils ont diffusé plein de petits morceaux. Les complotistes se sont rués dessus pour inventer des complots imaginaires, ce qui a rendu invraisemblable la parole des victimes. Invraisemblable. Alors que c'est la vérité. Vous savez, Sherlock Holmes, notre maître à tous en criminologie, une fois l'impossible supprimé, ce qui reste même invraisemblable doit être la vérité. L'important, c'est d'aller vers la vérité. Aujourd'hui, grâce à la mobilisation inattendue des députés MAGA les plus intégristes, trumpistes de la première heure, et des démocrates qui voulaient la vérité, on a les 3,5 millions de documents. Il reste 1,5 million à aller chercher. Il faut voir ce qui a été expurgé. Madame Bondi, ex-attorney général des États-Unis, la ministre de la Justice, elle dit « Ah oui, non, mais on a trop expurgé. 2, c'est pas moi qui l'ai fait. Et 3, adressez-vous à mon successeur. » Devant la commission d'enquête du Congrès républicain. Donc on sent bien que cette affaire n'en est malheureusement qu'à ses débuts. Mais écouter la parole des victimes, rendre la justice aux victimes et démanteler les réseaux pédocriminels et plus, parce que Epstein c'est plus que cela justement. C'est pour ça que je dis que c'est pas un système, c'est un système de systèmes. Il y a un peu de tout. Et bien c'est un enjeu majeur. Et nous avons tous les jours, toutes les semaines, l'arrivée, la révélation de nouveaux drames vécus par des victimes, des mineurs, des femmes qui disent « Enfin, j'ai le courage de dire la vérité ». L'affaire Epstein, le réseau Epstein, le système Epstein, c'est 1000 victimes estimées pour une centaine seulement connues. Dont beaucoup en France. Dans un certain nombre en France. Oui. Là, je vous parle de la partie américaine. En France, 11 nouvelles plaintes depuis que le parquet de Paris s'en est saisi. Oui, et ça va aller au bout. Est-ce qu'à un j'espère. moment donné, on va se dire, non, là, comme vous pourriez dire, le système va se protéger? Le système essaye de se protéger. C'est le rôle d'un système de se protéger. Ce qui est important, c'est que la colère et donc le cri des populations se transforment en une profonde révolution judiciaire et politique qui permettent justement d'aller jusqu'au bout de cela. Le courage des victimes est tel que l'absence de réponse, le circuler, il n'y a rien à voir, le c'est pas un problème de moyens, le faut pas crier, soit balayé par quelque chose qui soit démocratique, qui s'exprime par le bulletin de vote, mais qui montre la réalité de ce moment particulier où la reconstruction de l'État par la nation devient un enjeu. Et la reconstruction de l'État judiciaire est un enjeu. Oui. C'est pas la faute des procureurs, c'est pas la faute des magistrats. Ils ne sont eux-mêmes que des victimes d'un système qui a décidé de les déresponsabiliser. Mais certains d'entre eux portent la parole de la justice, ils y mettent de la bonne volonté. Mais on risque d'avoir une justice citoyenne
On l'entend. Pardon, mais et au fond de se dire, au nom du peuple français, il ne se fait pas sans le peuple français. Il n'y a qu'en France qu'on croit qu'on peut juger au nom du peuple sans le peuple. Hein. C'est une particularité nationale. Les magistrats doivent rendre des comptes? Non, les magistrats, d'abord, ils n'ont pas de compte à rendre. Ils ont la technicité et la compétence. Et elle est indiscutable. Ils ne sont pas irresponsables? Non, mais ils pourraient avoir des jurys, des assesseurs. 3 magistrats pour gérer un tribunal, et un seul ne suffit pas. Est-ce qu'on doit les juger aussi quand ils font des erreurs, comme le proposent certains? Ils ont un système, le système il existe de poursuite des magistrats. C'est le système qui ne les poursuit pas. Oui, Conseil supérieur de la magistrature. Mais pardon, mais qui donne des pouvoirs aux magistrats? Qui donne et qui explique les conditions d'exercice du pouvoir disciplinaire? Ce n'est pas les magistrats eux-mêmes. Les magistrats, ils se saisissent des pouvoirs qui leur sont donnés. Qui leur a donné ce pouvoir? Les parlementaires. Qui sont les premiers à hurler, à nous faire des scènes invraisemblables sur « Oh mon Dieu, c'est horrible ». C'est eux qui ont voté la loi. Oui, en général, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils votent, j'ai bien compris. Oui. 10 ans après, ils font une commission d'enquête pour dire « Ouh, c'était horrible ». Mais à quel moment ont-ils demandé aux gens du terrain comment bien faire la loi? Jamais. On entend aussi dire que la justice est indépendante, et c'est vrai. Et donc même le ministre de la Justice n'a pas de pouvoir. Mais on lui a renié les pouvoirs. Au fond, on demande la démission de M. Darmanin alors qu'il n'a pas de pouvoir. On est bien d'accord. Mais qui a créé les conditions de cette irresponsabilité potentielle? C'est bien le parlementaire, personne d'autre. Les juges ne se sont pas appropriés des pouvoirs. On leur a donné, laissé, où on en est sorti sur le thème « je ne veux pas regarder, je ne veux pas voir et surtout rien ne va se passer ». Moi, je suis pour laisser une justice véritablement indépendante avec un procureur général de la nation qui soit le chef du parquet, qui soit confirmé un peu comme on le fait désormais avec une majorité des 2/3 ou des 3/4 pour que tout le monde soit au courant que un ministre de la Justice qui s'occupe de l'administration de la justice, c'est-à-dire du budget, un procureur général de la nation qui s'occupe vraiment du judiciaire, un parquet qui soit un parquet et qui enquête à charge, une défense qui ait les capacités de la défense, un juge de l'instruction, c'est-à-dire qui garantisse l'équilibre entre la présomption d'innocence et l'obligation d'intervention, le fait qu'on ne cache rien et que les choses se font dans de bonnes conditions, revenir à de l'instruction beaucoup plus que de l'enquête préliminaire, bref, se trouver dans des situations qui sont acceptables pour tous. Oui. Nous sommes le pays qui donne des leçons de droits de l'homme au monde entier, nous n'avons pas d'habeas corpus. Cherchez l'erreur. Mais je reviens à ça, la justice... si on appelle un commissariat pour dire ma fille a été violée et j'ai les preuves médicales et qu'au bout de 8 mois, l'individu dont on sait qu'il est l'auteur n'a même pas été interrogé, il y a un risque d'une justice... Le problème, c'est que la justice a sous-traité à la police l'interrogatoire. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas avoir l'avocat dans leur cabinet et que l'avocat n'était pas présent au moment des auditions de garde à vue. Le système a beaucoup avancé. Maintenant, on a, au bout de la première heure, 21 heures, ça dépend. Bref, on voit bien que le système a commencé enfin à intégrer l'équilibre du dispositif, mais pas la rapidité. Oui. L'équilibre a avancé, la rapidité a reculé. Même si, Alain Bauer, on entend certains dire, oui, mais quand il s'agit d'agriculteurs qui sont arrêtés, ils sont placés en garde à vue immédiatement. Mais on est dans le cadre du maintien de l'ordre. Quand on parle d'un pédophile éventuellement criminel, il n'est pas mis en garde à vue tout de suite. Parce que les gens vous expliquent très justement que dans un cas d'un flagrant délit, il n'y a pas besoin d'enquête. Je te prends en flagrant délit, tu es au milieu de la rue en train de lancer des cailloux, j'ai pas besoin d'une enquête. Tu es là, je te mets en garde à vue. Et curieusement, ensuite, il faut prouver que c'est bien toi qui étais bien là et qui a bien fait ça. Et quand on n'a pas une photo, une caméra, un machin, le magistrat dit est-ce que vous avez des témoins? Est-ce qu'on peut garantir que vous avez un travail? Ah oui, je comprends. Et donc, il y a une certaine bienveillance, compréhensible ou pas, vous avez ça dans les affaires de fin de match ou de rencontre de football, plus souvent que de rugby d'ailleurs, ce qui prouve que ce n'est pas le sport qui est le problème, c'est plutôt les individus. Et qu'il faut cesser de mélanger les supporters qui aiment le foot, les ultras qui aiment trop le foot, et les casseurs qui n'aiment que la violence et qui se servent du foot. Vous voyez, c'est aussi un sujet qu'il faut savoir... qui n'ont pas été bien condamnés. Il y a un sujet qui est là. La réalité aujourd'hui, c'est que quand vous n'avez pas de flagrant délit, vous êtes obligé de faire une enquête. La garde à vue, ce n'est pas le début de l'enquête, c'est la fin. C'est la fin. Par contre, si le magistrat vous dit « attention, il y a une sérialité, il l'a déjà fait, il va le refaire, regarde le fichier », en espérant qu'il soit mis à jour, en espérant que les fichiers soient interconnectés, c'est-à-dire qu'ils soient tous mis à jour, que toutes les enquêtes précédentes aient été mises à jour, que tout ait été... C'est un truc assez simple, hein. Je veux dire, vous vous rendez compte, c'est plus facile de prendre un billet à la SNCF ou sur Air France que d'avoir accès, pour les magistrats, à l'état des enquêtes en cours. Parce que personne n'a réussi à informatiser le ministère de la
justice, parce qu'on a demandé à des magistrats d'informatiser leur ministère, comme si c'était leur compétence propre, parce que les start-up n'ont pas été mises en place, parce qu'il est plus facile d'aller se faire un résa chez un docteur grâce à une start-up magnifique qui a réussi à nous faciliter la vie à tous, que de demander à la même de dire est-ce que tu pourrais informatiser le ministère de la Justice, mettre en cohérence des fichiers existants. Oui. Même pas d'inventer des trucs formidables. Donc on a un problème qui est que tout est lourd, tout est lent et tout est compliqué parce qu'on préfère construire d'immenses hôpitaux avec des urgences saturées que des petits dispensaires. Je sais pas, c'est pas si compliqué que ça de pouvoir payer son amende immédiatement au tribunal, de pouvoir avoir son jugement immédiatement au tribunal. Tout ça existe dans de très nombreux pays. Et par ailleurs, comme nous dépensons à peu près autant que les autres, avec 1/3 ou 2 fois moins de personnel que les autres, revérifier qui est dépensé pourquoi. Oui. Le Parlement s'honorait en faisant une commission d'enquête sur où va l'argent du budget de la justice. Je pense qu'il n'a pas fini d'avoir des surprises. Mais Alain Bauer, on parlait de l'affaire de la petite Liana, oui. On parlait des viols dans le périscolaire à Paris, on parlait de l'affaire Epstein. Tout ça arrive, explose. À un moment donné, on le disait, les citoyens s'interrogent. Oui. Au fond, qu'est-ce qui explose là? Qu'est-ce qui était caché? Pourquoi ça explose au fond? Non, les citoyens, ils ne s'interrogent plus. Ils ont une conviction. Ce qui explique la colère et le cri. La conviction des citoyens, c'est que le système ne marche pas. Savoir de qui c'est la faute est un aspect paradoxalement assez secondaire. Ils ont bien compris que ça ne datait pas de la semaine dernière, que ce n'est pas ce gouvernement-ci ou ce président-là, quoi que j'en dise, qui est le plus responsable d'eux. Parfois même, il y en a qui ont fait plus d'efforts que d'autres, ce qui est le cas d'ailleurs au cours du deuxième quinquennat. Il y a plus d'argent qu'avant. Est-il mieux dépensé qu'avant? Pas du tout. Et je pense que la Cour des comptes, un jour, va se pencher, elle l'a déjà fait sur l'informatisation du ministère de la Justice, pour dire c'est quand même tout et n'importe quoi. Mais le fond de l'affaire, c'est que on est passé des lamentations, on pourrait passer aux propositions. Or, il y a toute une série de propositions. Vraiment, on peut faire des tas de choses. Donc maintenant, si on pouvait passer à comment faire en sorte que, 1, ça fonctionne, 2, qu'on redonne des compétences, des capacités aux policiers, aux gendarmes, aux magistrats, aux psychologues, aux psychiatres, aux lieux de libération de la parole des enfants. Il y en a très peu malgré tout. Il y en a un certain nombre, il y en avait 0 avant. À gérer MeToo proprement, à gérer la civise, c'est-à-dire l'inceste proprement, à gérer le périscolaire partout en France proprement, à gérer les centaines de bêta-rames proprement. Il a fallu du temps. Pour le périscolaire. Mais bien sûr. Il y a 100 qui sont renvoyés. Enfin, on est halluciné du chiffre. C'est le chiffre. Parce qu'un ou deux, vous dites, c'est un ou deux. D'animateurs qui sont mis en cause. Moi-même stupéfait par l'ampleur du système Epstein. Mais en fait, quand je vois le système Epstein et que je vois le nombre de viols, de crimes, la sérialité généralisée d'un certain nombre d'opérateurs pédocriminels, on se rend compte assez rapidement qu'il y a des petits systèmes Epstein un peu partout. En fait, Epstein, c'est comme Ponzi, c'est devenu le nom commun d'un mode d'emploi industriel de la prédation sexuelle. Le périscolaire à Paris, c'est une forme de petit Epstein ? En tout cas, quand je vois qu'il y a une concentration dans un seul établissement scolaire de beaucoup de personnes mises en cause, oui. Aujourd'hui, les vérités explosent. Patrick Bruel, on verra ce qui va se passer pour le chanteur, mais ça montre qu'il y a quelque chose qui a changé. Non, c'est surtout terrible, c'est que tous ceux qui parlent aujourd'hui vous disent « Ah, on le savait depuis longtemps ». On disait à un tel « Ne t'approche pas de lui » ou « Ne rentre pas toute seule dans son bureau » ou hommes et femmes, chanteurs, acteurs, hommes et femmes de pouvoir, et j'en passe. En fait, tout le monde sait à peu près tout et s'interdit de dire. S'interdit de parler, s'interdit de signaler, dénoncer, je comprends, signaler, protéger. Ce devoir-là, il doit revenir comme un élément premier. J'ai écrit ce livre-là pour que ça soit un outil d'action utile, sans violence, permettant de protéger les victimes, les gens qui sont les plus vulnérables et particulièrement les mineurs et les enfants. Dans ce cas-là, c'est un gigantesque système de systèmes, mais en fait, il y a une analyse criminologique dedans pour dire, par ailleurs, au-delà des faits, au-delà du système, on va vous dire aussi comment ça marche. Oui. Et comment, en apprenant comment ça marche, on peut aussi se prémunir et protéger
celles et ceux qui nous sont chers, dont notamment nos propres enfants. Oui, Alain Boer, vous intitulez ce livre « La vérité sur le système Epstein ». Le mot « vérité », on a besoin de cette vérité, on y a droit et elle est nécessaire pour qu'il y ait un avant et un après, oui. qu'il n'y ait plus jamais de Epstein. Alors, plus jamais, non, c'est pas... Les Epstein, il y en aura d'autres. C'est leur laisser le champ libre, sans conséquence, en toute impunité, et comme si c'était normal. Notre indifférence est elle-même une culpabilité. Même si on n'a rien fait, le fait de ne rien faire, c'est parfois pire que de faire. Donc il ne faut pas non plus faire la chasse à l'homme, se lancer dans des délires, sortir du complotisme multifacette, etc. Mais derrière ce bruit sourd de la colère de la population, il y a aussi une réalité. C'est qu'il y a des Epstein, il y a des prédateurs, ils existent. Pour des raisons diverses, il y en a qui vont eux-mêmes se faire soigner en disant « je ne contrôle pas mes pulsions ». Il faut rendre hommage à leur courage, à eux aussi. Oui, parce qu'on peut tout traiter, mais on ne peut pas tout guérir. On peut réinsérer un pédophile criminel ? On peut le traiter. Ou est-ce qu'il doit être condamné à la prison à vie, comme le gouvernement veut le faire ? Ça dépend. Ceux qui acceptent le traitement, ils sont réinsérables. Et d'ailleurs, beaucoup le sont. Ceux qui n'acceptent pas le traitement ou qui interrompent le traitement, etc., et qui ne sont pas... C'est la castration chimique. Oui, ça s'appelle comme ça. C'est ce que réclame Bruno Retailleau, certains candidats. Mais ça existe dans le Code. Vous savez que le Code de la santé publique crée des obligations sanitaires, pas seulement des injonctions sanitaires. Et donc, mais nous ne l'utilisons jamais. On pourrait rendre obligatoire la castration chimique pour un pédophile. Pourquoi pas ? Mais pas pour un futur pédophile potentiel. Un homme ou une femme qui vient dire « je ne maîtrise pas mes pulsions » et qui demande à être traitée, il faut qu'elle soit traitée comme un malade ou quelqu'un qui est addicté. Et c'est un acte volontaire. Par contre, quelqu'un qui a déjà agi ou déjà agi plusieurs fois, vous avez cette capacité. Il n'y a aucune raison de s'en priver. Et le Code de la santé publique le prévoit déjà. Mais nous ne l'utilisons pas. On se fait peur nous-mêmes d'utiliser des outils dont nous nous sommes dotés, parfois il y a très longtemps, comme si c'était mal. Oui, mais 20 ans, c'est ce que risquait jusqu'à aujourd'hui un violeur de mineurs. 20 ans. Alors, si l'enquête a lieu, le gouvernement veut passer à la perpétuité, perpétuité, mais jusqu'ici, c'était maximum 20 ans. Mais ce n'est pas la question. 20 ans pas traité, il ressort, il recommence. C'est comme ça que ça s'est produit déjà dans les épisodes précédents. Il y a eu une demi-douzaine d'épisodes où, sortie de prison, 8 jours après, elle recommence. Pourquoi ? Pas de traitement. Ce n'est pas la prison qui est la réponse. C'est la prison et autre chose. Il faut punir, mais il faut aussi traiter. Oui, ça ne garantit pas totalement le risque de récidive. Mais rien ne garantit totalement le risque de récidive. Mais au moins, ceux qui n'ont jamais commencé et qui pensent qu'ils pourraient être dangereux, qui viennent se faire traiter et qu'ils soient accueillis comme des malades, qui doivent être traités comme des malades. Ceux qui ont déjà commencé et qui acceptent le processus sous contrôle, c'est la prison plus le traitement. Ceux qui sont en dangerosité pour la société, il y a un texte sur la rétention de sûreté qui existe et qu'il suffit de développer. Oui. Nous disposons de tout, nous nous faisons peur nous-mêmes dans notre incapacité à utiliser les moyens qui pourtant ont été créés pour cela. Mais Epstein était malade selon vous ? C'était d'abord et avant tout un malade ? C'est un malade absolu, c'est un pédocriminel sans aucun doute, mais pas que. C'est Epstein plus Ponzi mélangé. C'est un mélange inédit dans ce cas de figure. Mais c'est un pédocriminel d'abord. Tout commence par ça. Et il faut aller au cœur de ce dossier, ce que vous faites, Alain Boer, dans La vérité sur le système Epstein, publié chez First Edition, c'est-à-dire d'aller dans les faits. Dans les plusieurs millions de documents révélés. 3,5 millions. 3,5 millions, et d'aller voir et de dire, voilà, c'est en allant là, au cœur de l'horreur, au cœur du cauchemar, il faut aller là-dedans. Il faut, faut accepter d'aller se confronter à ça. C'est ce que je fais, c'est mon métier. C'est mon métier en matière de criminalité organisée, de terrorisme, de criminalité ordinaire. Et là, je me suis confronté à ça et je ne m'y attendais pas au début. D'ailleurs, au début, pour moi, c'était une affaire. Ce n'est pas une affaire, c'est un système. Merci Alain Boer. La vérité sur le système Epstein, Paris, Londres, New York, le réseau criminel mondial qu'ils ont voulu cacher chez First Edition. C'est un livre exceptionnel parce qu'il y a des documents qu'on ne connaissait pas et vous êtes allé au cœur de cela et vous nous racontez cette histoire. Au fond, oui, il faut se confronter à ça. Oui, c'est aussi un manuel d'autoprotection, c'est un manuel de défense, d'anticipation, de comment ne pas
mettre en danger les autres, surtout les mineurs. Merci. Merci Alain Boer d'avoir été aujourd'hui notre invité.